Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le développement global en Algérie réalisé grâce à des projets stratégiques décidés par le président de la République. C'est ce qu'a affirmé la revue El Jaish dans son numéro du mois d'avril. On y revient avec plus de détails dans un instant. On revient également ce matin sur les graves accusations portées par la junte malienne à l'encontre de l'Algérie qui révèle l'échec cuisant de ce régime inconséquent qui tente désespérément d'exploiter la crise profonde dans laquelle le Merzen apparaît comme le principal instigateur. Et déterminé à aller toujours plus loin dans l'escalade, le Merzen multiplie les provocations et s'engage dans des alliances dangereuses, notamment le projet sioniste qui révèle le vrai visage d'un régime qui prouve son implication dans l'alimentation des crises dans la région. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements de l'armée sioniste sur la bande de Gaza, alors que dans la ville occupée d'Al-Quds, des colons sionistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Avec la Ligue des champions de football, le Mouloudia d'Alger joue cet après-midi sa survie continentale en quart de finale. Retour face aux Orléans Pirates. Bienvenue à tous. En tant qu'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui en Tunisie pour une visite officielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation régulière entre les deux pays frères et vise à renforcer la coopération, à élargir les domaines de partenariat et à consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui unissent les deux peuples frères. Elle intervient également dans un contexte marqué par de nombreux développements sur la scène régionale et internationale. Lors de sa visite, Ahmed Attaf sera reçu par le président tunisien Kais Saïed pour lui transmettre un message de la part de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et aura une séance de travail avec son homologue tunisien Mohamed Nafti. Nous parlons ce matin de développement global en Algérie. Grâce à des projets stratégiques décidés par le président de la République, l'Algérie a réussi à franchir des pas gigantesques vers la prospérité. Des projets qui viennent répondre aux besoins des citoyens, consacrant ainsi le caractère social de l'État. Dans son numéro du mois d'avril, la revue El Jaish y revient avec plus de détails. Elle revient également sur le rôle pivot de l'armée nationale populaire essentielle à la poursuite de ce processus de développement. Yanis Aït Belkacem. Dans le dernier numéro de la revue El Jaish, l'édito Sécurisation du présent pour un avenir radieux revient sur la journée internationale de la sensibilisation aux dangers représentés par les mines, en rappelant l'un des crimes odieux perpétrés par le colonisateur barbare, la dissémination de plus de 10 millions de mines le long des frontières Est et Ouest, responsable de dizaines de milliers de victimes. Un fléau dont l'Algérie s'est libérée par la volonté d'acier et la foi inébranlable de ses enfants qui ont consenti le prix du sang pour défendre la terre des ancêtres. L'édito salue également les efforts de l'armée nationale populaire dans l'éradication des mines et le lancement de projets structurants qui témoignent du chemin parcouru vers la prospérité et la sécurisation du pays, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire. Sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, dans la vision place l'intérêt de l'Algérie et sa souveraineté au-dessus de toute considération, l'État continue de concrétiser les principes de la révolution du 1er novembre en mettant l'accent sur la jeunesse, force de l'avenir, et saluant au passage l'éveil de la jeunesse aujourd'hui, jalouse et fière de son pays, à l'intérieur et à l'étranger. Il ajoute, nous vivons aujourd'hui dans l'Algérie nouvelle et le mérite en revient non seulement à Monsieur le Président de la République ou au gouvernement, mais à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Enfin, l'édito insiste sur le rôle pivot de l'armée nationale populaire dans un environnement régional instable, comme l'a déclaré le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les mutations accélérées qui s'opèrent dans la sous-région et aux abords de nos frontières nationales nous appellent à redoubler de vigilance, à faire preuve davantage de prudence et à consolider les dispositifs de surveillance, tout en veillant à apporter les améliorations et les ajustements appropriés à ce qui a été accompli jusqu'à présent, et ce, en droite ligne avec les objectifs tracés, que ce soit en termes de préparation au combat, des personnels et des unités, du rehaussement de la disponibilité du corps de bataille de l'armée nationale populaire,
populaire ou encore en termes de sécurisation de nos frontières, de lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes. Avant d'ajouter, nous réitérons au sein de l'armée nationale populaire notre engagement à poursuivre le travail avec abnégation et dévouement dans le but de consolider la sécurité et la stabilité du pays, rehausser davantage la disponibilité opérationnelle de notre valeureuse armée et conforter son professionnalisme afin de lui permettre de faire face à toutes les menaces et mettre en échec tous les plans subversifs et hostiles. Cette dynamique nourrie par la mémoire du sacrifice et portée par une jeunesse éveillée et une armée déterminée inscrit l'Algérie dans une trajectoire de stabilité, de souveraineté où chaque défi surmonté devient une pierre de plus vers un avenir radieux. Alors que l'Algérie tente de maintenir un équilibre sur le continent africain, le régime du Marzane poursuit son agenda, déstabilisant progressivement le Mali au profit de ses propres intérêts géopolitiques. Les inquiétudes se renforcent à la lumière des rapprochements dangereux du Maroc avec des puissances étrangères. Yasmine Saoudi. Les graves accusations portées par la junte malienne à l'encontre de l'Algérie révèlent de manière flagrante l'échec cuisant de ce régime inconséquent qui tente désespérément d'exporter la crise profonde dans laquelle il est enlisé. Derrière cette crise, le Marzane apparaît comme le principal instigateur. Goïta se présente comme un anti-impérialiste et affiche une posture clairement hostile à la présence étrangère sur son sol. Paradoxalement, il a signé un accord militaire avec un pays impérialiste qu'est le Maroc, devenu un véritable cheval de Troie. D'un point de vue logique et au regard de ses convictions idéologiques, un tel choix soulève de nombreuses interrogations. S'il était vraiment cohérent avec ses propos, Goïta aurait dû s'aligner sur la position de l'Algérie qui partage cette même vision de rejet de l'ingérence étrangère. Le Marzane, par son soutien militaire au Mali, ne se contente pas d'alimenter la discorde. Il forme des militaires maliens, incluant la manipulation des drones armés, ce qui soulève de vives inquiétudes quant à l'utilisation de ces armes. Ce soutien militaire au Mali n'est pas un acte isolé, mais un prolongement de la politique d'ingérence du Maroc, à la fois contre l'Algérie et contre la stabilité régionale. Le cheval de Troie, le Marzane, est l'outil par lequel on pénètre les pays du Sahel et d'autres pays africains. Goïta a noué une alliance militaire avec ce protagoniste de la discorde. En parallèle, une campagne médiatique féroce menée par les médias du Marzane et les médias maliens a été lancée visant directement l'Algérie. يقودها الإعلام المخزني والإعلام المالي. هذه الأزمة وهذا التوتر لا يخدم مصلحة الشعب المالي ويضع. Cette crise ne sert pas les intérêts du peuple malien. Ce sont les citoyens maliens qui en subissent les conséquences. Cela ne profite à personne et surtout pas au peuple malien. Alors que l'Algérie, fidèle à ses principes de non-ingérence et de paix, tente de maintenir un équilibre, le Marzane poursuit son agenda, déstabilisant progressivement le Mali au profit de ses propres intérêts géopolitiques. La politique du Marzane en Afrique et son implication dans l'alimentation des crises dans la région n'est plus donc à démontrer, notamment après la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, une trahison qui révèle le vrai visage d'un régime qui s'emploie à exécuter des agendas destructeurs sans aucun égard pour la stabilité régionale. Yamina Saïdji. Le régime du Marzane ne cesse de répandre la haine et la division à travers le continent africain. Toujours à l'affût, il alimente les tensions, attise les conflits et joue la carte de la manipulation pour semer le trouble entre les pays voisins. Outil docile entre les mains de puissances étrangères, il s'emploie à exécuter des agendas destructeurs sans aucun égard pour la stabilité régionale. Et pour les personnes qui prétendent que la normalisation allait servir les intérêts du pays, je tiens à vous prévenir, vous allez voir les forces sionistes dépouiller le Maroc et spolier les terres des Marocains et les chasser de leur territoire. Le projet sioniste au Maroc ne se limite pas à une simple alliance politique, mais il s'en prend à l'essence même du pays, l'État, le peuple et la monarchie. Il vise à modifier et remodeler l'identité nationale
Déterminé à aller toujours plus loin dans l'escalade, le Marzen multiplie les provocations et s'engage dans des alliances dangereuses. Il s'affiche aux côtés de l'antitessionniste participant sans gêne à la guerre d'extermination menée contre les civils à Gaza. Une posture assumée qui révèle le vrai visage d'un régime prêt à tout, y compris à trahir les causes justes, les causes de tout un peuple. Parler de cohabitation entre Marocains et sionistes est une illusion dangereuse. Ce prétendu vivre ensemble ne repose sur aucune base solide, car les sionistes n'ont ni racines, ni appartenance, ni respect pour l'histoire des peuples qu'ils infiltrent. Ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza, ils peuvent très bien le reproduire ailleurs, y compris au Maroc. Une telle proximité est une bombe à retardement. Ce n'est pas une alliance, c'est une menace déguisée et tôt ou tard, cela finira par exploser. Depuis des décennies, le Marzen joue un rôle central dans l'instabilité du continent africain. À chaque crise, à chaque tension, le Maroc est en coulisses ou au premier rang, toujours à manœuvrer contre ses voisins. En véritable fauteur de troubles, le régime du Marzen choisit systématiquement la trahison plutôt que la solidarité, le complot au lieu de la coopération et les intérêts des plus puissants contre ceux des peuples. Et on enchaîne avec les violations des droits de l'homme commises par le Marzen dans les territoires sahraouis occupés, dénoncées par la manifestation internationale de solidarité avec les détenus sahraouis en Europe. Les camps de réfugiés ont, eux, organisé des marches et des rencontres appelant à mettre un terme à ces violations. Badia Marni. Parallèlement à la manifestation internationale de solidarité avec les détenus sahraouis lancée en Europe, les camps de réfugiés vivent au même rythme en organisant des marches et des rencontres appelant à mettre un terme aux violations des droits de l'homme et aux dépassements au niveau des prisons marocaines. Le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre sa lutte et l'État sahraoui a porté sa voix au niveau international. Cette manifestation a pour objectif d'exprimer la solidarité internationale avec notre cause et d'appeler l'opinion internationale à faire pression sur l'occupant marocain pour libérer les détenus politiques sahraouis. Ce sont des enfants du peuple soutenus par le peuple sahraoui et les amis du Sahara occidental à travers le monde. Le mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui veut exercer une pression sur l'occupant pour libérer les détenus. Le peuple sahraoui continue sa lutte pour arracher son indépendance. La femme sahraoui lutte aux côtés de ses frères pour arracher le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et se libérer du joug de l'occupant marocain. Ces détenus ont perdu leur jeunesse dans les geôles marocaines pour avoir lutté pour la liberté du peuple sahraoui. C'est là un énième appel lancé par le peuple sahraoui à la communauté internationale et aux hommes libres de ce monde pour le soutenir dans sa quête de liberté et d'indépendance. International, toujours en Palestine occupée, la répression continue en Cisjordanie et à Gaza. Ces dernières 24 heures, la Cisjordanie a connu de nouvelles arrestations et agressions contre des Palestiniens. Et à Gaza, on compte désormais 50 810 martyrs et 115 688 blessés. L'occupation déchaîne actuellement tous ses feux sur Rafah ainsi que sur les civils contre toutes les résolutions du droit international. Les assassinats ciblés continuent et les journalistes Razaoui, en danger permanent, rendent hommage, comme ils le peuvent, à leur mort. Reportage Wissam Abouzeid, le commentaire est signé Sabrina Kshrout. Au lendemain de l'assassinat ciblé des journalistes à Khan Younes, les mouvements de protestation contre ce crime s'intensifient. Pour rappel, un journaliste est mort sur le coup, puis un autre a succombé à ses blessures, ajoutant au nombre de travailleurs de la presse tombés en martyrs à Gaza depuis octobre 2023. Ils sont 211 journalistes tués, des chiffres inacceptables au regard de toutes les lois et conventions internationales. Selon une université américaine, à ce titre, le plan d'extermination de l'entité sioniste est bien pire que la guerre civile américaine, la Première Guerre mondiale, les guerres de Corée, du Vietnam et d'Afghanistan réunies. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire une seule chose. Nous portons des linceuls blancs car nous avons le sentiment d'être déjà sur l'autel du sacrifice.
Tunis, proche de la mort. Cela montre que le monde ne freine pas l'entité sioniste, il ne réagit pas face à ces crimes. Des crimes ininterrompus, du nord au sud, d'est en ouest, tout le territoire de Raza est touché par des dizaines de morts et de blessés, parmi eux des femmes et des enfants. 1391 Razaouis sont tombés en martyrs depuis la violation du cessez-le-feu le 18 mars et 3434 blessés sont recensés depuis cette date. La douleur des familles est énorme, les espoirs se meurent à mesure que les souffrances augmentent. Allah est avec nous et avec notre jeunesse. Allah les anéantisse et qu'il protège nos jeunes. C'est un nouveau degré dans l'horreur qui apparaît sur le terrain, une autre facette du visage diabolique de l'entité sioniste dans cette guerre contre les civils, avec en plus des bombardements, la fermeture de tous les points de passage à l'aide humanitaire. Le rêve de tout Palestinien, un morceau de pain ou une gorgée d'eau, obtenu après les longues files d'attente, des conditions inhumaines et insupportables. Nous n'avons plus les bases mêmes d'une vie. L'eau n'est plus de l'eau. L'eau potable devrait être le minimum. On n'en trouve plus à boire, même avec les camions. Nous vivons dans des tentes déchirées. Il n'y a plus de structure, ni eau, ni rien. Nous ne sommes en vie que par la grâce d'Allah. Le génocide sioniste sur Raza est monté d'un cran dans l'abject avec la fermeture du territoire à l'aide humanitaire pour le 2e mois consécutif. Chaque jour ajoute à la descente aux enfers d'une situation humanitaire insoutenable. La faim et la soif sont de toute évidence choses illégales, utilisées comme des armes pour exterminer le peuple palestinien. Et sur la situation en Syrie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir lieu demain matin à la demande de l'Algérie et de la Somalie pour discuter des conséquences des agressions de l'entité sioniste contre la Syrie, pays frère. Cette demande a été formulée après consultation et accord avec le groupe arabe à New York. Coopération algéro-italienne vers le développement des infrastructures énergétiques. Les deux pays ont examiné les moyens de réaliser de méga-projets de prospection offshore, la production et le transport des hydrocarbures, l'ingénierie et les services industriels. Les détails avec Mejda Jahmouna. La coopération algéro-italienne en matière énergétique franchit un nouveau cap avec la participation du ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, à la conférence méditerranéenne de l'énergie OMC Med Energy 2025. Aux côtés des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz, Arkab a mis en avant l'importance de bâtir un avenir énergétique intégré dans la région, soulignant l'importance du partenariat entre Alger et Rome face aux défis économiques, climatique et géopolitique. Au cœur des discussions, le renforcement des synergies entre Alger et de grandes firmes internationales telles que Saipem et Eni. Arkab a eu un échange direct avec Alessandro Puliti, PDG de la Saipem, autour de projets structurants allant de la prospection offshore au développement des infrastructures énergétiques et au transport des hydrocarbures. Ces échanges traduisent une volonté partagée de miser sur l'innovation et la transition énergétique. Par ailleurs, le ministre a également rencontré son homologue égyptien Karim Badawi pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement entre Alger et le Caire. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie algérienne de diversification des partenariats et de consolidation de son rôle en tant qu'acteur énergétique régional incontournable. Sport à présent, il va y avoir du football cet après-midi. Le Mouloudia d'Alger joue sa survie continentale à 17h en quart de finale retour de la Ligue des Champions face aux Orléando Pirates. Les supporters, eux, ont déjà répondu présent jusqu'en Afrique du Sud. C'est ce que nous dit Fathi Bendali dans ce sujet. Je n'ai laissé aucun endroit avec toi. Plus qu'une chanson, c'est un véritable art de vivre pour les supporters du Mouloudia d'Alger. Ils l'ont encore prouvé en se déplaçant en nombre jusqu'en Afrique du Sud pour soutenir leur équipe dans ce moment crucial. À l'occasion de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions africaine, les milliers de kilomètres qui séparent Alger de Johannesburg n'ont pas découragé les Chinawag qui ont été là dès la sortie du bus au centre d'entraînement de l'équipe Azeralda jusqu'à leur arrivée sur le sol sud-africain. À l'aéroport, à l'hôtel et même pendant les entraînements. Présents, bruyants, passionnés, encourageant les joueurs et les poussant à croire en eux, malgré le retard d'un but concédé lors du match aller face aux Orlando Pirates. Ils savent que la mission ne sera pas facile, mais ce qu'ils savent surtout, c'est que leur passion peut déplacer des montagnes. Pour eux,
peu importe le score, tant que les joueurs mouillent le maillot et défendent les couleurs du club et celles de toute une nation. Et justement, c'est un rendez-vous décisif qui attend les Mouloudéens ce mercredi au Orlando Stadium. Défait 1-0 à l'aller, les Verts et Rouges devront aller chercher la qualification en terre sud-africaine face à une équipe des Pirates solides et expérimentée, bien décidée à retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Mais le Mouloudia, fort de son histoire et porté par ses supporters, n'a pas dit son dernier mot. Car ce quart de finale retour, ce n'est pas qu'un match, c'est une promesse, celle de se battre jusqu'au bout pour écrire une nouvelle page d'histoire. Et ce soir aussi, les deux clubs algériens, l'USM Alger et le CS Constantine, s'affrontent en quart de finale retour de la Coupe de la Confédération. Le match aller s'est soldé par un nul partout, un but partout, un résultat qui donne un léger avantage aux usmistes avant la manche retour prévue ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Vainqueur en 2023, l'USM Alger vise un nouveau sacre, mais devra se méfier d'un CSC ambitieux. À l'occasion du mois du patrimoine qui sera lancé à partir du 18 avril, nous allons parler des bijoux algériens de Bnini qui se dirigent vers l'international. L'Algérie vient de déposer officiellement le dossier de leur candidature pour son inscription auprès de l'UNESCO comme patrimoine mondial. Une étape importante pour la valorisation de notre héritage culturel, pour découvrir le savoir-faire des orfèvres. Direction le village d'Afini, une région fascinante et riche en histoire, connue pour cet art, un art où chaque pièce raconte une histoire, un symbole et une tradition. Amira Sfta. Athini, bastion du bijou en argent, dont la notoriété a largement dépassé les frontières du pays. Ici, le travail du métal argenté est devenu au fil des siècles un art. Les grandes familles d'artisans forgerons étaient d'abord réputées pour la fabrication d'armes, la coutellerie et les pièces de monnaie, avant de se convertir vers le travail de la bijouterie et de l'orfèvrerie, devenu symbole de la région, entretenu et préservé de génération en génération. Il est dit depuis toujours que c'est les Ait Abbas qui ont introduit la fabrication des bijoux en argent à Etienne. D'ailleurs, il existe un livre qui a été écrit sur le sujet dans les années 1900. Et dans ce livre, il est dit qu'un certain Farhat Ait Abbas a participé en 1893 à une exposition à Chicago, aux États-Unis, pour exposer les bijoux d'Etienne. D'ailleurs, j'ai un document qui en atteste. On l'appelle Temzift, un bijou entièrement réalisé à la main qui existe depuis 200 ans. Il s'agit là de notre patrimoine, c'est un véritable trésor. Si nous ne le préservons pas, il risque de se perdre. Il est dans notre devoir de protéger l'héritage laissé par nos ancêtres. Au départ, les artisans se sont spécialisés dans la fabrication et le travail de l'argent non orné, symbole de pureté. Peu à peu, les bijoutiers d'Eitinni ont introduit les couleurs comme le rouge, le bleu et le jaune, chacune ayant une signification particulière. Evzim, Tassept, autant de créations qui reflètent l'élégance et le raffinement de la femme kabyle. Les bijoux d'Eitinni sont généralement ornés de 3 couleurs principales représentant toutes les régions d'Algérie. الألوان هذه تمثل المناطق كل مناطق الجزائر. الجزائر دعت ملف. L'Algérie a déposé un dossier d'inscription de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé, de l'habit féminin de la région de Kabylie, fabrication, conception et port sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO afin de protéger et valoriser ce patrimoine. Par la formation et la transmission, les artisans d'Athénée tentent coûte que coûte de préserver ce précieux héritage, plusieurs fois séculaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.